Bien, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Je suis toujours très content de venir ici. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'étais objecteur à la CIMAD et qu'on faisait plein de choses à la maison des tiers-banques. Je suis toujours très content de venir ici. Rapidement, je ne vais pas insister trop sur l'histoire du CADA. Donc, CADA, c'est un centre d'accueil de demandeurs d'asile. En gros, c'est un lieu dans lequel on héberge des personnes qui sont en procédure d'asile, qui ont fait une demande d'asile, et qui, le temps de la procédure, sont hébergées. Et il se trouve qu'à Béziers, donc la CIMAD, donc je suis salarié de la CIMAD, on gère ce centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ce qui est intéressant avec ce centre, c'est que ça nous met vraiment en totale, ça nous met en adéquation avec la réalité. On travaille avec des demandeurs d'asile à longueur de journée. Et puis on essaye de faire du CADA de Béziers, enfin, du centre dans lequel on est, un lieu dans lequel il se passe un peu des choses, dans lequel on essaye un peu de donner du sens à l'activité de travail auprès des réfugiés, et puis surtout de faire connaître toutes ces questions sur les réfugiés, les migrants, tous les problèmes d'immigration au cœur de Béziers, parce qu'il se trouve qu'on a une salle, donc on peut faire des conférences, on peut faire des actions, faire des choses comme ça. Et donc du coup, voilà, l'intérêt de ma position là aujourd'hui, elle est autant en tant que professionnel de l'accueil des demandeurs d'asile que de militant de la CIMAD, qui essaye un peu de problématiser un peu ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et effectivement, on est au cœur avec cette réalité de la loi immigration dont on parle beaucoup aujourd'hui. Quand on m'avait demandé d'intervenir sur cette loi, c'était au mois de décembre, et qu'on avait fixé un peu la date, et je dis, mais la loi, bon, moi je peux bien vous parler de la loi si vous voulez, mais elle risque de ne pas être votée à cette époque-là, parce qu'il y a tous les échanges, les parcours législatifs, les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, je m'étais un peu trompé, parce qu'effectivement, la loi a été quand même votée, mais vous savez dans quelles circonstances. Néanmoins, on attend quand même jeudi, parce que jeudi il va y avoir la saisine du Conseil constitutionnel qui risque de remettre en cause un certain nombre d'arguments. Donc je crois que mon propos aujourd'hui, c'est moins d'entrer dans le détail vraiment point par point, parce qu'il y a plein de choses qui risquent de disparaître, que de parler plutôt de l'esprit, de la philosophie de cette loi, et puis surtout le contexte dans lequel elle se réalise et elle se construit. Et du coup, je m'étais dit, on m'avait demandé de chercher un titre, et donc je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne entrée en matière. Mon idée, en parlant de cet arbre qui cache la forêt, c'est de montrer que la loi, en tant que telle, c'est l'arbre, mais qui cache toute la problématique qu'il y a derrière, et qu'aujourd'hui, on focalise sur les questions d'immigration, alors qu'il y a, de mon point de vue, des enjeux qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus pertinents, notamment en termes d'écologie, en termes de réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on va dans le mur quand même à plein de niveaux. Et j'aimerais déjà, dans un premier temps, vous montrer ça, c'est-à-dire que la loi, on instrumentalise beaucoup, mais c'est pas en réglementant du droit au séjour qu'on va empêcher les gens de venir, surtout s'ils n'ont plus de maison, surtout s'ils sont les pieds dans l'eau, etc., etc. Mais par contre, le fait de créer des nouvelles règles et des nouvelles lois, ça va augmenter la souffrance, parce que ça va créer plus de gens qui vont quand même venir et qui vont se retrouver sans papier. Et du coup, ça remet aussi en cause des principes un peu fondamentaux de notre propre société. Je crois que c'est un peu comme ça, c'est ça que j'aimerais un peu vous faire passer aujourd'hui. Le premier préalable, c'est que j'aimerais qu'on parle de migration comme un fait social. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas être pour ou contre la migration. La migration est un fait, et à un moment donné, il faut que que la société dans son ensemble s'adapte à ce fait total. On ne va pas arriver à l'enrayer, on ne va pas arriver à la freiner, mais il faut qu'on arrive à se positionner comme c'est un fait, comme il fait beau dehors, il y a la pluie, il y a du soleil, mais il y a aussi des migrants, et ça, c'est évidemment, on ne va pas pouvoir y échapper. Pourquoi je dis ça ? Premièrement, parce que la démographie est beaucoup plus importante qu'avant. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on est à 3,6% de la population mondiale qui migre. Donc alors qu'on était à 2,9 il y a 30 ans, ça c'est des chiffres de l'ONU. Donc à partir du moment où la population mondiale globale augmente, on va forcément avoir une augmentation globale du nombre de migrants. Ça c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui est celle des conflits, bien évidemment. Vous savez, j'ai pas besoin de faire un dessin aujourd'hui sur la carte des conflits sur la planète.
mais évidemment, quand il y a la guerre dans son pays, quand on se fait persécuter, etc., alors ça c'est tout l'enjeu justement de la demande d'asile, on fuit son pays. Si on regarde en masse, en termes de nombre, la migration pour ces causes-là, pour les causes de guerre ou de persécution, ne représente pas la majorité de la migration, ça représente 1/10 à peu près, toujours pareil, c'est des chiffres de l'ONU, donc c'est pas la raison principale, mais évidemment c'en est une. Je pourrais rajouter évidemment la question de l'augmentation de la technologie, le fait qu'aujourd'hui toutes nos usines fonctionnent sans main-d'œuvre, ben, ça crée du chômage. Et donc qui dit chômage dit aussi personnes qui vont aller chercher du travail plus loin. Les crises économiques évidemment, 4e point. Et le changement climatique. J'aimerais bien insister un petit peu sur cette question de changement climatique parce que aujourd'hui ces changements-là, c'est plus une hypothèse ni une projection, c'est une réalité. Hein, le HCR calcule qu'en moyenne depuis 2008, 21 millions de personnes ont été déplacées chaque année de force à cause des catastrophes naturelles, inondations, tempêtes, incendies, températures extrêmes. Et donc aujourd'hui, cette cause-là, elle n'est pas dans les traités, elle n'est pas dans les lois, il n'y a pas de statut pour les réfugiés climatiques. Et de fait, c'est pourtant une des causes principales de la migration. Je pense qu'aussi, on pourrait associer, quand je vous ai dit tout à l'heure, la guerre, c'est pas forcément la première des causes. Il faut qu'on associe aussi dans notre esprit le problème des causes climatiques avec les causes de conflit. Si je regarde la Syrie, entre 2007 et 2010, 1,5 million de personnes ont fui les villes à cause de la sécheresse. Donc il n'y a pas eu forcément ce rapport, on n'a pas vu cette chose-là au départ dans les causes de la guerre en Syrie. Mais il faut savoir que juste avant la guerre en Syrie, il y a eu une sécheresse très importante qui a évidemment entraîné des migrations et qui de fait a ensuite la conséquence c'est qu'il y a eu des conflits. Je peux faire exactement la même chose avec le Sahel, hein, des gens qui sont déplacés internes à cause de la sécheresse et du coup le conflit qu'on peut voir aujourd'hui entre les éleveurs qui ont besoin de terre pour leur bétail et les agriculteurs qui, pour le coup, eux, ont besoin de terre pour leur... Et ça crée des conflits, et voilà, et après, il y a un des groupes qui est plus sensible aux thèses des islamistes, et du coup, ça crée du conflit. Donc aujourd'hui, les causes climatiques, même si c'est pas directement... Enfin, c'est souvent la cause, mais même si c'est pas directement la cause, c'est aussi une des causes, la guerre de l'eau, etc., etc. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à toutes ces questions-là, mais c'est vraiment une question qui aussi entraîne des conflits et qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, des migrations, on va en avoir. Surtout que dans ces cas-là, ça aussi c'est intéressant de le dire, la migration, c'est pas un problème, c'est une solution. Hein. Donc, à partir du moment où on voit les choses comme ça, évidemment, on voit les choses différemment. Alors, si je multiplie toutes ces raisons avec la facilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir voyager, avec l'interconnexion, les réseaux sociaux, etc., etc., évidemment, voilà, je pense que vous aurez compris que quand je dis que la migration c'est un fait, et voilà, c'est un fait avec lequel il va falloir continuer de travailler. Alors ça, c'était un premier préalable avant de parler de la loi qui me paraissait important de vous rappeler. Le deuxième préalable, c'est l'idée que l'immigration, c'est surtout un prétexte. Alors là, je reviens dans le contexte plus national, mais il me semble que l'immigration, c'est surtout un prétexte à agitation politique. C'est comme ça que je l'ai défini. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, notamment cette loi immigration, mais la question de l'immigration de manière générale, elle est instrumentalisée. Et elle est instrumentalisée notamment par les politiques. Et là, on assiste, c'est vrai que ces derniers temps, à une extrême droitisation de la classe politique, je dirais même de la bourgeoisie en général, qui fait que on va plutôt aller du côté de l'extrême droite, et du coup, on va valoriser cette loi qui du coup devient plus difficile avec les étrangers. Cette question de rentrer dans le discours de l'extrême droite, souvent c'est peut-être d'ailleurs un peu le rôle de cette conférence, c'est de dire on va créer du contre-discours, ça nous fait entrer dans un piège. Hein, parce que qu'est-ce que fait l'extrême droite? L'extrême droite, en gros, elle essentialise les étrangers, elle dit que tous les étrangers sont des barbares, ou sont des musulmans qui viennent nous envahir. Ou alors elle dit aussi le problème c'est pas l'immigration, c'est les immigrés. Et du coup,
dans notre discours à nous, enfin association et gens qui sommes civilisés, on a tendance à vouloir créer un contre-discours. Et ce contre-discours, c'est quoi? Mais c'est souvent qu'on on rentre dans une condition d'utilité et de but. C'est-à-dire qu'on dit, ben non, l'immigré, quand même, c'est utile pour notre société, on en a besoin pour notre économie, d'une part. On se met aussi dans un discours, ça c'est plutôt le discours de la CIMAD, de la positivité des personnes immigrées. Les immigrés sont tous gentils, il y a c'est même la secrétaire générale de la CIMAD qui disait ça dans la presse. On a des exemples de très belles histoires d'immigrés et de rencontres entre les immigrés et les personnes françaises. Oui, sauf que quand on rentre là-dedans, on rentre dans un contre-discours qui peut être balayé par des arguments aussi forts de l'autre côté. Hein, c'est le dilemme du tramway, le dilemme moral du tramway. J'aime bien cette idée. C'est quoi le dilemme moral du tramway? C'est que vous êtes chauffeur de tramway, il n'y a plus de frein, et puis vous avez le choix entre deux voies. Sur une des voies, il y a un bébé, et sur l'autre voie, il y a 4 adultes. Et donc vous devez choisir entre deux choses qui vous plaisent pas. Et ça oblige à faire un choix coûteux. D'un côté le bébé, de l'autre côté les adultes. Et quand on parle d'immigration, si on se met sur le terrain de vouloir discuter de l'immigration, on se retrouve un peu dans le même contexte. Parce que si je reprends l'histoire de mon essentialisation de l'immigration que fait l'extrême droite, si on nous dit oui, tous les immigrés, il y a une dimension utilitariste, ça veut dire que on va du coup ne valoriser que les immigrés qui sont utiles. Hein, et on va dire oui, regardez, on en a besoin pour notre économie, on a besoin pour notre travail, et du coup, on va valoriser notamment le bon migrant, entre guillemets, celui qui travaille, et c'est l'esprit total de la loi d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette loi, on valorise de plus en plus la personne qui a un travail, qui se marie bien, etc., etc. Mais quand on fait ça, si je reprends mon exemple du dilemme, et ben du coup on laisse de côté celui qui n'est pas le bon migrant, celui qui ne travaille pas, celui qui va toucher des allocations sans le mériter, etc., etc. Et donc, quelque part, on laisse aussi mourir en Méditerranée toutes les personnes qui arrivent. Et on va mettre de côté tous les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui avec certains migrants. Si je reprends la mort de Samuel Paty, ou l'islamisme, les terroristes, etc. Du coup, on va porter un discours moral contre un contre-discours qui est tout aussi moral. Et donc, c'est pour ça que cette question du piège dans lequel on rentre quand on parle d'immigration, il faut absolument qu'on essaye de sortir de ça. On n'est pas là pour dire le migrant il est bien ou il n'est pas bien. Encore une fois, on ne va pas entrer dans un jugement moral. On est là pour dire que le migrant il est là parce qu'il y a un contexte global. Et que nous, par contre, ce qui nous intéresse, c'est de valoriser l'humanité des gens et surtout de ne pas remettre en cause notre propre système aujourd'hui d'humanité, j'allais dire, qui est largement rebattu en brèche et remis en cause, non pas tellement par la loi, mais par tout ce discours d'essentialisation de l'extrême droite, et qui est aujourd'hui reprise par beaucoup de monde. Et ça me paraît beaucoup plus dangereux, hein, ce discours-là, et ce fait que ce discours passe dans le langage courant et dans l'esprit d'une grande majorité de personnes aujourd'hui. C'est ça qui me paraît plus dangereux que la loi en elle-même. Hein. Donc, certes, évidemment, on va aller manifester contre la loi, mais il faut qu'on se mette un peu en recul par rapport à ça. Le problème, il est beaucoup plus grave, en fait, hein, avec la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Alors maintenant, pour rentrer un peu plus dans la loi, si quand même, quand je dis que c'est instrumentalisé, moi, ça fait 20 ans que je travaille à la CIMAD, je commence à vieillir, et ça fait 20 ans que je vois passer des lois. Hein. Il y a eu 29 lois sur l'immigration depuis 1980, 29 lois sur l'immigration, ça veut dire une tous les 17 mois, même pas 2 ans, on a une nouvelle loi. Et toutes, depuis que je travaille, depuis les années 80, même avant, elles vont vers toujours un durcissement. Hein, on durcit de plus en plus là. Donc aujourd'hui, j'aime bien le PS dans la rue qui dit ce gouvernement est attentatoire aux libertés. N'empêche que quand eux étaient au pouvoir, ils ont aussi voté des lois qui ont rendu plus dur l'accès au titre de séjour pour les migrants. Donc c'est un processus quand même qui est assez régulier depuis très longtemps. Alors, je ne vais pas vous faire toute la loi, parce que sinon on va passer la journée. J'ai essayé de sortir un peu quelques points qui sont un peu plus saillants, hein, et qui vous montrent un peu l'esprit de la loi. Un des points, évidemment, qui pose le plus question, c'est la conditionnalité des prestations sociales. Ça, c'est un des premiers points. J'attaque directement là-dessus. C'est vrai que c'est l'idée qu'aujourd'hui,
pour bénéficier des prestations sociales, il faut avoir une durée de présence régulière. Attention, quand on parle de durée de présence ici dans la loi, c'est toujours la présence régulière. Évidemment, nous, on sait très bien que les étrangers, ils ont une durée de présence irrégulière, des fois, qui peut être très très longue. Puisqu'on a des gens qui vivent sans papier partout et qui peuvent vivre sans papier très longtemps. Donc là, c'est l'idée qu'une personne qui a un titre de séjour ne peut pas bénéficier des allocations familiales, de l'allocation logement, des prestations familiales jeune enfant, par exemple, si elle ne travaille pas. Les arguments de la loi vont mettre en cause des principes fondamentaux. Là, clairement, on est sur une atteinte très très forte au principe de la sécurité sociale, qui est principe qui a été réfléchi en 1945 et pour lesquels il n'y avait absolument aucune distinction de la nationalité. Le principe de la sécurité sociale, c'était que tout le monde avait droit à ces allocations-là. Et donc là, on remet clairement en cause un principe. Il faut savoir que ce principe-là, il est dans le programme du Rassemblement national, ça fait partie des choses qui sont dans le programme. Et c'est important aussi de le différencier du RSA, parce que j'ai entendu Macron qui disait à la télé, mais ça existe déjà pour le RSA, regardez, pour avoir le RSA, il faut 5 ans de présence en France. Or, c'est pas du tout la même logique, les prestations sociales, on est sur de la sécurité sociale, clairement. Le RSA, ce n'est pas de la sécurité sociale, c'est une aide sociale qui est versée par le conseil départemental et par l'État, et qui invite aussi les personnes à faire de la recherche d'emploi. Il y a un certain nombre de conditions, mais c'est vraiment une aide sociale, alors que la sécurité sociale, ça fait partie d'un programme plus général d'aide, de garantie et de vie digne, si vous voulez. Donc c'est pour ça que cette idée de dire ça existe déjà pour le RSA. Donc là, on a quand même une rupture claire avec cette conditionnalité des prestations sociales. Deuxième idée qu'on a quand même dans cette loi, on a en fait plein de choses qui étaient déjà présentes, et là on va rajouter des éléments supplémentaires pour des procédures qui existaient déjà. Un des exemples de ça, c'est le regroupement familial. Alors, le regroupement familial, donc c'est le fait pour une personne qui vit en France depuis un certain temps, de faire venir sa famille. Sa famille, c'est sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, ça concerne 10 à 15 000 personnes par an, c'est-à-dire c'est très peu au regard du nombre d'étrangers qui arrivent en France. L'idée qui existe déjà dans la loi, c'est que la personne, pour faire venir sa famille, il faut qu'elle ait un minimum de ressources, des ressources stables, et un logement décent, c'est-à-dire qu'il puisse accueillir sa famille. La conditionnalité de temps, c'est que la personne elle soit là depuis au moins 18 mois, qu'elle ait un titre depuis au moins 18 mois. Avec la loi, on augmente cette durée, ça passe à 24 mois. Donc ça déjà, pourquoi c'est un grand changement. Une deuxième, sur les ressources, ça ne devient plus des ressources stables et suffisantes, mais ça devient des ressources régulières. Donc ça veut dire que la personne, alors on va voir au niveau de l'interprétation comment vont bosser les préfectures, mais de fait, on augmente un peu la difficulté par rapport aux ressources. Et puis, troisième dimension qu'on rajoute dans la loi, c'est une assurance maladie pour les personnes qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il faut que les personnes qui soient, avant de venir, elles soient assurées du point de vue médical. Ça, c'est l'exemple type d'une mesure qui est complètement stupide, parce que les personnes, elles sont censées, quand elles arrivent ici, elles peuvent tout à fait avoir bénéficié de la Sécu avec le conjoint ou la conjointe, qui peut au niveau de la famille. Donc on a tout de suite droit à la Sécu dès l'arrivée, alors que vous comprenez bien que c'est beaucoup plus difficile pour des étrangers dans d'autres pays d'avoir cette sécurité-là. Donc quelque part, ça veut dire qu'on va demander aux gens de prendre des sécus privés, donc de payer des assurances sociales privées avant de venir. Là, absolument stupide, aucun intérêt, simplement le fait de rajouter la difficulté avant d'arriver. Encore un élément sur ce regroupement familial, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que c'est quand même assez intéressant. La maîtrise de la langue française avant d'arriver. Donc ça aussi, on va demander aux personnes de maîtriser, d'avoir un certain niveau de français avant d'arriver. Là aussi, comment ils vont faire pour apprendre. Voilà. En gros, on va favoriser les gens qui auront les moyens d'avoir la Sécu, d'apprendre le français, etc. Une petite cerise sur le gâteau, c'est l'avis du maire. Aujourd'hui, sur ces questions de logement, quand je vous ai dit qu'il faut un logement décent, c'est le maire qui donne...
la préfecture peut demander au maire de donner un avis, il n'est pas obligé de le faire. Avec la loi, le fait que le maire ne réponde pas, ça vaut refus. Alors ça, quand on est à Béziers, c'est assez intéressant, parce qu'évidemment, ça veut dire que la personne qui va faire une demande pour faire venir sa femme ou son mari, elle va dire, voilà, venez visiter mon appartement, et le fait qu'il ne réponde pas, ça voudra que c'est comme un refus. Donc ça va évidemment alourdir la procédure, il va falloir peut-être faire des recours, enfin, on peut imaginer les difficultés que ça entraîne. On a un peu les mêmes difficultés au niveau du mariage mixte. Donc un Français ou une Française qui veut se marier avec un étranger, alors là, clairement, on a tout de suite la suspicion de fraude. C'est le fameux mariage blanc. Dès qu'un Français se marie avec un étranger ou une étrangère, c'est pour qu'il ait des papiers, il n'y a pas du tout d'amour, etc., etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, à Béziers, là, au mois de juin, Ménard a refusé de marier un couple mixte, alors que l'enquête montrait que ce n'était pas un mariage frauduleux. Et bien là, on remet un peu les mêmes arguments, enfin les mêmes éléments que pour le regroupement familial. C'est-à-dire ressources stables et régulières pour la personne qui arrive, logement, encore une fois, des conditions de logement. Ça veut dire que pour pouvoir se marier, il faut nécessairement avoir un logement décent. Donc ça remet quand même en cause fondamentalement le fait de se marier avec n'importe qui. Vous voyez que c'est pas la même logique quand c'est un Français ou une Française qui se marie avec un étranger qu'un étranger qui fait venir sa famille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des Français ou des Françaises qui vont peut-être ne pas pouvoir faire venir leur conjoint, ne pas pouvoir se marier avec un étranger parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, parce qu'ils sont précaires, ou parce qu'ils n'ont pas des conditions de logement dignes. Donc là, on va vers une stigmatisation des plus précaires, en fait. C'est ça qui est la logique qui est derrière. La question des étudiants, dont vous avez certainement entendu parler aussi, puisqu'on en a pas mal parlé dans la presse. Alors, sur les étudiants, les conditions, c'est toujours les mêmes. C'est que l'étudiant, pour pouvoir faire venir ses études en France, pour avoir un titre de séjour, il faut qu'il ait un visa, donc qu'il rentre régulièrement, qu'il soit inscrit à l'université et qu'il soit sérieux dans ses études. Sérieux dans ses études, ça veut dire pour qu'il puisse renouveler sa carte de séjour, on va vérifier qu'il ait bien réussi ses examens. Donc c'est ça aujourd'hui ce qui est en cours. Avec la nouvelle loi, on a un contrôle qui devient beaucoup plus systématique sur chaque année. Et puis surtout, il y a cette idée d'un dépôt préalable d'une caution. Donc ça veut dire que l'étudiant va devoir payer une somme d'argent avant de venir, qu'on lui rendra s'il rentre. Alors ça, c'est évidemment méconnaître la réalité des étudiants. Il y a certains étudiants, évidemment, quand ils ont fini leurs études, qui souhaitent rester. Il y a des statuts pour pouvoir à la fois continuer des études et pour pouvoir bosser en même temps, parce qu'on a par exemple des gens qui sont après le 3e cycle, qui ont à la fois un boulot, qui sont en apprentissage, ou des choses comme ça. Donc là aussi, on remet complètement en cause, c'est-à-dire on part du principe que tous les étudiants vont rester plutôt que de rentrer, et dans les faits, ça méconnaît complètement la réalité des étudiants étrangers en France. Et évidemment, avec cette question de caution, qu'est-ce qui va arriver? C'est les plus riches qui vont pouvoir venir, par rapport à ceux qui ont... Déjà, c'est hyper cher pour les étrangers de venir en France, mais là, on accroît cette notion de... ça sera réservé aux plus riches. Une troisième idée que j'ai appelée suspicion généralisée. Donc ça, c'est le fait que la loi, elle précarise aussi le fait d'avoir des papiers, de pouvoir les renouveler en rendant la vie des gens qui ont des papiers encore plus difficile qu'elle n'était avant. Alors, un des exemples de ça, c'est le fait qu'on va refuser un titre de séjour lorsque la personne n'a pas respecté une OQTF. Alors ça, une OQTF, c'est donc une obligation à quitter le territoire français. Donc un étranger est susceptible donc de recevoir une OQTF, c'est-à-dire qu'on lui dit t'as pas de papier, donc une mesure administrative, le préfet lui dit tu rentres et tu dois rentrer chez toi. Avec cette nouvelle loi, le fait que la personne n'ait pas respecté l'OQTF, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans son pays quand elle devait la rentrer, ça va être une des raisons pour ne pas lui donner le titre. On l'a déjà vu à Béziers, parce que nous, on s'occupe de personnes qui ont beaucoup de demandeurs d'asile qui sont déboutés, qui n'obtiennent pas l'asile et qui, du fait, restent quand même en France. Et on essaye de les régulariser au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans parfois. Et là, on a eu effectivement déjà, alors que la loi n'est pas encore votée, on a eu des refus. Et dans l'argument du refus, c'est « vous n'avez pas respecté l'OQTF qu'on vous avait assigné il y a 3 ans ». Ils ne vont pas pouvoir faire valoir des nouveaux éléments ou des nouvelles situations.
Sur les OQTF, alors il y a différentes manières d'avoir une OQTF. Une des manières, c'est quand on fait une demande de titre de séjour, la préfecture refuse et donc prend une OQTF, donc une obligation à quitter le territoire français. Donc à partir de ce moment-là, comme c'est une mesure administrative, il y a une possibilité de recours. Donc la personne elle a 1 mois pour faire un recours devant le tribunal administratif, parce que comme toute décision qui émane d'une administration, elle est susceptible de recours. Hein, ça c'est un principe fondamental, encore une fois, qu'il convient de faire respecter. Et donc effectivement, voilà, on peut faire un recours devant le tribunal administratif. Après, il y a d'autres types d'OQTF qui sont donnés notamment quand la personne elle est contrôlée. Hein, et il peut arriver que dans la rue on soit contrôlé, la personne on s'aperçoit qu'elle n'a pas de papier, on peut la placer en garde à vue, et là on demande au préfet de prendre une OQTF. Elle peut aussi être placée directement en centre de rétention. Là souvent on a des OQTF avec des délais de 48 heures. Hein, oui, donc on n'a que 48 heures pour faire le recours dans la mesure où on est en centre de rétention. Et une des spécificités c'est d'arrêter des gens le vendredi soir, parce qu'on a jusqu'au dimanche soir pour faire le recours, ce qui est un peu plus compliqué. Une OQTF, elle est valable 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, la personne elle est expulsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de reprendre une nouvelle décision, on peut l'expulser directement ou la mettre en centre de rétention. Nouvelle loi, on va passer cette durée de 1 an, on la passe à 3 ans. Hein, donc on augmente la possibilité pour l'administration de reconduire les gens sans passer une nouvelle fois, parce que qui dit repasser vers une nouvelle OQTF, dit éventuellement des recours, dit un certain nombre de garanties administratives. Et là aussi, on est sur une évolution quand même du droit où on respecte de moins en moins, enfin on essaye de respecter de moins en moins des procédures qui ont une certaine garantie. Alors une OQTF, ça a le mérite d'exister, et du coup ça permet, c'est une décision administrative et qui permet des recours, c'est quelque chose de relativement légal. Hein, donc là, avec ce passage de 1 à 3 ans, eh bien, on essaye de limiter toute procédure légale qui serait susceptible de faire des recours de perdu. Avec la nouvelle loi, la personne signe, donc une fois qu'elle a obtenu un titre de séjour, elle signe un contrat qui dit qu'elle va s'engager à bien suivre les lois de la République, elle va s'engager à faire un certain nombre de cours de français si on en a besoin, etc. etc. Et aujourd'hui, dans ce contrat, les parents doivent s'engager à assurer leur enfant, alors je lis la loi, doivent s'engager à assurer à leur enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. Une vision raciste, parce qu'on part du présupposé que les étrangers ne vont pas inculquer ces valeurs-là à leurs enfants. On veut s'assurer que c'est comme si, d'entrée de jeu, la parentalité des personnes étrangères était défaillante. C'est ça qui est en filigrane, et c'est ça qui pose problème, parce qu'en soi, moi, c'est pas gênant de demander à quelqu'un de dire, bon, maintenant que tu arrives en France, on te demande de respecter un certain nombre de principes, mais déjà, on part de l'idée qu'avec tes enfants, tu vas pas le faire, et on rentre dans du préjugé, en fait, raciste, tout simplement. Là encore, on rentre dans une vision très stigmatisante de l'étranger d'emblée, c'est-à-dire de dire, on part du principe que d'emblée, il ne va pas s'intégrer correctement. Si la préfecture considère que la personne a manqué à ces principes, elle peut refuser le titre. C'est-à-dire qu'on va donner un pouvoir discrétionnaire au préfet de dire « Ouais, non, mais toi, tu n'es pas un bon républicain parce que… » Alors là-dessus, on peut tout imaginer parce que rien n'est précisé. Si le préfet va voir que ce mec-là, il a vendu du shit, par exemple, il va considérer qu'il n'est pas un bon citoyen et donc il va pouvoir refuser le titre sur ces mentions-là. 1984 avait été mis en place ce qu'on appelle la carte de résident, donc qui permet aux personnes, c'est vraiment la carte qui est la plus protectrice. Une fois qu'on a cette carte, on est là, on a le droit d'être, donc comme son nom l'indique, on a le droit d'être là 10 ans, c'est en gros, et c'est systématiquement renouvelé, normalement, c'est vraiment le titre qui amène le plus de sécurité. Avec la nouvelle loi, là aussi encore, on remet en cause cette carte, où la personne va devoir prouver sa présence en France lors des 3 dernières années, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir aller vivre dans un autre, enfin, faire autre chose, donc il va falloir qu'elle prouve que lors des 3 dernières années, avant ce renouvellement, elle était bien en France. Et là, on rentre beaucoup aussi avec les questions de menaces à l'ordre public.
quand je parle de menaces à l'ordre public, je ne parle pas de menaces graves à l'ordre public, je parle de menaces à l'ordre public, c'est comme ça que c'est rédigé, et je sais que juridiquement c'est différent des menaces graves. Donc là aussi, ça va être un des moyens de ne pas renouveler ces cartes. Toujours sur cette suspicion généralisée, il y a le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de l'OQTF, là aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de papier, qui se maintient sur le territoire, on va pouvoir ça devient un délit. On va pouvoir le condamner pour ça. Va pouvoir prendre une amende dans la loi de 3 700 € parce qu'il a séjourné sans titre de séjour. Ça aussi, on criminalise en fait le fait d'être sans papier. Je continue encore avec 2 ou 3 exemples, et puis après je pense que vous aurez bien compris l'esprit. Il y a beaucoup d'articles, il y a un gros impact médiatique sur la loi. Ça nous donne l'impression qu'en fait tous ces éléments-là sont nouveaux et sont horribles et sont vraiment quelque chose d'un changement important, ce qui est vrai, mais tout ce que je viens de vous raconter là, c'était déjà dans la loi précédente, de manière moins importante, mais toutes ces choses-là étaient quand même bien présentes. La restriction de la nationalité, donc ça fait qu'aujourd'hui un enfant, ce qu'on appelle le droit du sol, qui était déjà bien remis en cause, mais le fait qu'un enfant qui naît en France peut devenir automatiquement français à l'âge de 18 ans, ou entre 16 et 18 ans s'il en fait la demande, enfin il a bien vécu en France au moins 5 ans, et s'il a été normalement scolarisé. Avec cette nouvelle loi, on demande qu'il y ait une volonté de la personne, c'est pas automatique, et donc ça veut dire qu'on oblige le jeune à faire lui-même une démarche disant qu'il veut être français. En soi, on peut se dire que c'est pas forcément problématique, sauf qu'évidemment, ça va mettre à l'index toutes les personnes, parce que moi j'en connais un certain nombre, qui ne sont pas correctement informés, dont les parents ne sont pas très sensibles à toutes les questions administratives, de papier, etc., ne parlent pas français, etc. Et donc on risque de passer à côté, il y a un certain nombre de jeunes qui risquent de passer à côté, tout simplement parce qu'ils sont dans une situation de précarité ou peu importe, qui fait qu'ils ne vont pas être informés correctement de cette dimension-là. Sur l'asile, parce qu'aujourd'hui on a quand même aussi une modification au niveau de l'asile. La personne, au lieu d'aller devant l'OFPRA, qui est elle ira toujours de l'OFPRA, mais au lieu d'aller à Paris, où il y a l'ensemble des intervenants, elle va peut-être pouvoir faire sa demande à Montpellier ou à Toulouse, ça c'est pas encore précisé. Du coup, on risque d'avoir quand même des juridictions qui sont à la fois plus accessibles, donc on peut se dire c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on va avoir moins de monde dans ces juridictions-là. Et pour connaître de l'intérieur, je sais très bien que les décisions varient beaucoup d'un juge à un autre. On va avoir des gens qui sont peut-être moins spécialisés sur des aires géographiques que d'autres. Et puis si on tombe sur un juge de la CNDA, par exemple, qui est très dur et qui reste à Montpellier parce qu'il y est bien, et bien on va avoir peut-être des différences. Ça nous fait un peu peur parce qu'on risque d'avoir des différences de traitement selon les régions où on est. Donc ça, c'est un vrai problème. Un deuxième problème pour l'asile, que je retiens, après il y en a d'autres, mais c'est celui-là qui m'interpelle le plus, c'est la fin de l'hébergement d'urgence pour les déboutés. Vous savez, vous savez pas, mais en France, il y a des lois qui concernent l'hébergement d'urgence. Le fait d'être à la rue, a priori, c'est dans le code de l'action sociale, c'est pas digne de l'État français, donc on peut être hébergé parce qu'on est à la rue, donc c'est le 115, c'est le SAMU, social, etc., etc. Et donc évidemment, dans cet hébergement d'urgence, même si ça devient très compliqué, les gens qui n'ont pas de papier, les sans-papiers, notamment les déboutés du droit d'asile, peuvent y avoir accès. Avec cette nouvelle loi, il n'est plus question que les déboutés rentrent dans l'hébergement d'urgence, seulement s'ils ont une OQTF et le délai, le temps de les expulser ou de les assigner à résidence. Ça, pour moi, ça va être une énorme... si ça passe, ça va créer énormément de précarité parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sans papier et qui bénéficient de l'hébergement d'urgence, ne serait-ce que pour dormir la nuit. Donc là, ça aussi, quand je parle du code de l'action sociale, le code de l'action sociale ne fait pas de différence entre une personne à la rue et une autre. A priori, le fait d'être sans logement fait qu'on peut bénéficier de cet hébergement d'urgence. Moi, ce qui m'apparaît important, et c'est en conclusion, je reviens un peu à ce que j'ai dit en introduction, je crois qu'aujourd'hui, évidemment qu'on a à se battre contre cette loi, mais vous voyez bien qu'il faut qu'on prenne aussi de la hauteur. On a à se battre
contre cette loi à cause de ce qu'il y a dedans, mais aussi parce qu'elle remet en cause des principes fondamentaux de notre propre état de droit. Hein, ça c'est le fait aujourd'hui de ne pas pouvoir se soigner, de ne pas pouvoir scolariser ses enfants. On n'imaginait pas que ça soit possible en France, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, et aujourd'hui ça devient possible. Donc rien que pour ça, ça doit nous mobiliser. Mais je crois aussi qu'il est urgent que nous, on réfléchisse autrement. Je crois qu'on reste encore dans des imaginaires qui nous trompent. On croit encore qu'on va pouvoir, même si on est à gauche, qu'on va pouvoir faire une société française qui va pouvoir accueillir les migrants dignement. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça. Hein, il faut qu'on pose un peu les questions autrement. On va quand même au-devant de choses qui sont graves. Et je crois qu'on a vraiment, nous, toutes les personnes qui sont un peu sensibilisées sur ces questions, à faire des liens beaucoup plus forts qu'ils ne le font. Il faut qu'on sorte un peu de nos expertises. Hein, et c'est vrai qu'à la CIMAD, on est très fort pour bosser sur les questions de droit au séjour, mais il faut qu'on arrive à mettre ces questions-là dans une question plus vaste. Aujourd'hui, on va quand même vers des choses qui sont très très dures, et cette difficulté qui nous attend, qui sont déjà là, mais qui vont, je pense, s'aggraver avec les questions notamment climatiques, mais pas uniquement, hein, les problèmes de l'énergie, etc., etc., elles entraînent un repli sur soi. C'est ça le problème, en fait. C'est que quand on a peur, on a tendance à se replier sur soi. Et je pense que nous, il faut pas qu'on néglige ces questions de peur, parce qu'elles sont présentes, et puis je pense que nous-mêmes, on est aussi victimes de cette peur, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble sur comment sortir des replis sur soi qu'on voit arriver de tout. Parce qu'aujourd'hui, le nationalisme, toutes les questions religieuses qu'on voit apparaître, enfin, regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe aux États-Unis, et ces replis-là, on le voit à travers la loi, ça entraîne une précarisation et des gens qui sont le plus en difficulté et les plus pauvres. Hein, c'est ça que ça entraîne. Et comment on va essayer de refaire du lien entre tout ça, je crois que voilà comment il faut qu'on réfléchisse, quoi. Avec aussi, évidemment, il ne faut pas qu'on ait une position de cynique ou de blasé. Hein. Je pense qu'on est aussi dans une période qui est très intéressante, parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger de manière très importante. Et comment on peut garder une espèce d'énergie pour pouvoir justement peut-être remettre en cause nos propres pratiques. Le fait de créer des liens humains, c'est fondamental. J'ai toujours l'habitude de dire, quand on touche quelqu'un, on est touché en retour. Et je crois que ça, pour le coup, ça fait partie des choses qu'il faut absolument qu'on fasse et qu'on tienne. C'est de créer du lien social, du lien humain avec les personnes. Parce que ça, pour le coup, quand on a créé du lien avec quelqu'un, on est capable de faire beaucoup pour lui et avec lui. Et là, pour le coup, il y a quand même un chantier qui, évidemment, enfin, j'ai pas insisté là-dessus, mais c'est un peu le boulot aussi qu'on fait tous les jours, c'est comment on continue et comment on fait pour continuer à créer du lien dans cette société qui a quand même tendance à se replier sur soi. Le fait de créer du lien, ça crée une force très très importante, et on peut parler beaucoup plus facilement de gens qu'on connaît plutôt que d'un migrant qui flotte en l'air, qui est une notion théorique, évidemment.